Bonjour. Donc, je vais revenir avant de passer à la série de planches. Je vais reprendre un tout petit peu ce qu'a dit Michel ce matin concernant l'éthique. Donc, jusqu'à présent, les 3 sessions étaient plutôt orientées sur à la fois des considérations propres aux écoles des mines dans l'Institut Mines Télécom. Donc, l'Institut Mines Télécom, il y a les télécoms. Donc, je constate que je suis le premier orateur télécom. Alors l'éthique, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est pas trop ce qui a été dit. L'informatique, c'est pas ça. Donc ce n'est pas que ça. Donc dans l'éthique, il y a aussi des sous-ensembles. Et pour ce qui me concerne, lorsqu'on parle des télécoms et d'éthique, on imagine tout de suite les réseaux, les téléphones, etc. Bon, c'est très bien, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait. Après, on a aussi l'éthique au sens des méthodes et de ce que signifie cet acronyme. C'est un acronyme parce qu'on peut le prononcer. Donc, technologie de l'information et de la communication. Au niveau européen, ICT, donc, qui est un sigle du coup, puisque ça ne se prononce pas, ou alors il faudrait dire ICT, c'est aussi quelque chose qui est pertinent, qui a un sens et qui se comprend de la même façon qu'on le comprend ici, c'est-à-dire à la fois les aspects liés au réseau téléphonique, entre autres, et au réseau Wi-Fi et tout ça, mais aussi aux méthodes qui vont permettre de développer des traitements. En américain, lorsqu'on parle l'ITC, ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Ça n'existe pas chez eux. Donc ils nous demandent à chaque fois qu'est-ce que vous entendez par là. Et eux parlent de IT, okay? Information Technology. Et IT vient de ce qui, dans le passé, était les SP, Signal Processing, donc traitement du signal, et DSP, donc Digital Signal Processing, donc l'aspect numérique. Et là, on se retrouve dans ce qu'on est aujourd'hui, télécom, et dans l'Institut Carnot, société numérique. Donc c'est le numérique qui est le cœur, et ce n'est pas forcément que les réseaux et les téléphones. Bon, cet aparté étant fait, moi je vais parler surtout de l'aspect traitement. Alors, dans un cadre restreint de TIC et environnement, qui est l'observation de l'environnement. Ce n'est pas tout l'ensemble de l'environnement, c'est l'observation. Et donc, en termes d'introduction, sur les prémices, en quelque sorte, donc, je vais vous montrer le contexte et le fait que dans cet aspect observation de l'environnement via l'éthique, l'accent va être mis de la même façon que c'était présenté ce matin, sur les capteurs. C'est le cœur d'éthique et le cœur de l'observation lorsqu'il y a d'éthique, c'est les capteurs et bien sûr tout ce qui va autour, que je vous montrerai. Alors les capteurs, bien sûr, ils ne marchent pas tout seuls et ils ne se déplacent pas tout seuls, il faut des porteurs. Et donc, effectivement, on est observé par des satellites, on est observé aussi, alors moins nous que les poissons peut-être, ou les sous-marins sous les aspects environnement maritime et sous-marin, et l'observation au sens du monitoring, c'est-à-dire de l'environnement. On regarde le pouls de la planète en quelque sorte. Je fais le distinguo avec surveillance. J'avais fait un séminaire de la controverse ici. Observation et surveillance, monitoring et surveillance, c'est pas du tout pareil, même si ce sont 2 mots français. Alors on a observé. Alors j'ai pris l'émission NASA. On sait bien que nos amis américains aiment bien observer tout le monde. Donc je ne parle pas de... J'ai mis un A en plus, hein, NASA. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a effectivement une multitude de capteurs et de satellites portant ces capteurs, et portant plusieurs capteurs d'ailleurs pour chaque satellite. Donc ça c'est l'aspect américain. Je vais me concentrer sur l'aspect américain-européen, sachant qu'on n'est pas les seuls dans le monde, hein, les Chinois, les Indiens, etc., les Japonais ont aussi des satellites, hein, mais à moindre échelle. Alors la planche que j'ai trouvée là, bon, n'essayez pas de la lire, c'est totalement illisible, c'est pour montrer qu'on sait, en Europe, on fait aussi des prévisions. Donc l'Agence spatiale européenne a prévu de lancer des satellites jusqu'à un horizon 2030 actuellement, là c'est même pas sur la planche. On vient de rentrer dans la phase intéressante qui est la mise en œuvre et le lancement de toute une série de satellites qui s'appelle Sentinel, donc 1, 2, 3, 4, 5, et on vient de terminer la phase du satellite précédent européen, dont je reparlerai un petit peu, qui
appelé Envisat et qui a vécu 10 ans, donc ce qui est déjà pas mal. Bon, il a vécu 10 ans, on dit toujours le satellite est mort, c'est pas le il tourne toujours, hein, il est toujours là, et c'est pas lui qui est mort, c'est malheureusement, il ne faut pas le dire trop fort, c'est la partie antenne de communication avec la Terre, donc finalement, Envisat pourrait dire les tiques m'ont tué, si je puis dire, avec un R à la fin de tuer. Bien. Sentinelle, donc j'ai repris alors ce qu'on appelle dans les milieux scientifiques, lorsqu'on publie une vue d'artiste, mission pour la Terre et l'océan, mais mission pour les services terrestres et océaniques. En fait, l'accent qui est mis par l'Agence spatiale européenne, par l'Europe, et donc par l'Institut Mines-Télécom, hein, on a fait un peu de philosophie, mais on a une notion dans l'Institut de transfert technologique, on travaille pour transférer nos méthodes vers les entreprises et les entreprises de services qui vont utiliser pour ensuite, à des fins commerciales bien sûr, vers des services, vers les utilisateurs, end users, donc qui sont soit les utilisateurs tout à fait finaux au bout de la chaîne, soit les utilisateurs un peu moins finaux au sens terminal, qui vont eux fournir du service. Et donc terre et océan, et c'est le cœur, c'est l'environnement, c'est ce qui nous entoure, l'atmosphère, la terre, l'océan et l'espace, mais les satellites sont dans l'espace. Pardon, c'est celui-là. Alors ça, c'était l'aspect spatial. L'aspect sous-marin, bon, vous voyez qu'il y a aussi une multitude de possibilités d'explorer cet espace largement inconnu, par ailleurs, beaucoup moins connu que la Lune, disons, ou d'autres planètes de notre système. Et pour cela, il faut non seulement des capteurs, mais il faut aussi des engins qui vont porter ces capteurs. Donc, soit des engins sous-marins autonomes, ceux que vous voyez là en jaune, qui vont se déplacer, qui vont avoir une mission, dont il faut qu'ils aillent relativement profond. On a parlé hier des ressources minérales, je dirais un tout petit mot là-dessus. Les ressources minérales sous-marines, elles sont accessibles, certes, mais elles sont profondes. Et donc, il faut que l'engin puisse aller à 3000, 4000, 5000, 6000. Et donc, dans une conférence récente où j'étais, sur les océans, qui est une de mes préoccupations, bien, on a vu une présentation du département de la recherche chinois, du ministère de la recherche chinois, sur le fait qu'ils avaient réussi à envoyer un véhicule autonome, plus ou moins autonome, enfin habité, donc pas autonome, mais bathyscaphe en quelque sorte, à 7 km de profondeur. Alors les Chinois, c'est une façon un peu différente de travailler que nous, c'est-à-dire qu'ils font par essai et erreur. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé à 1 km, le bathyscaphe a explosé, donc ils ont modifié, ils ont envoyé plus loin, etc. Ils sont à 7 km. La question que je n'ai pas osé poser, c'était « était-il habité ?» Je ne sais pas. Alors vous voyez aussi des habitats de fonds marins qui sont ici, permanents. Et donc ici, eh bien, ça c'est 95% de TIC, d'accord ? Parce que là, il y a des communications, là, il y a des réseaux. Là, il y a de la fibre optique qui va envoyer des informations en temps réel à terre, qui va être opérée par des permanents dans des stations qui peuvent être n'importe où dans le monde par définition, en réseau, en Wi-Fi, etc., et qui vont manipuler des petits robots au fond avec un joystick, ce qui rejoint ce qu'on développe par ailleurs dans les télécoms. Vous avez aussi tout des appareils qui sont ici, font des mesures sur la colonne d'eau, sur la profondeur. Et bien sûr, vous avez aussi toutes les parties. Alors je pense que j'ai un pointeur. Ouais, ça marche mieux. Alors quand j'ai le pointeur, je vous tourne le dos, c'est pas bien. Donc vous avez aussi des engins de surface ici qui vont récupérer l'information, mais qui vont l'envoyer, ça me manque un peu par là, on ne le voit pas, vers bien sûr les satellites de télécommunications qui vont renvoyer vers la Terre et qui vont renvoyer vers les centres de réception de données ou les centres de surveillance. Donc, les télécoms sont quelque part un peu partout. Hein. Ici, j'ai récupéré de la part d'un de mes collègues japonais, Tamaki Ura, un programme que le Japon vient de lancer, donc, qui s'appelle Zipangu. Alors, Zipangu, c'est le nom
je vais faire du coup, après la philosophie, un peu d'histoire, qui a été donné par Marco Polo au Japon. Alors Zipangu, si vous le prononcez en japonais, je ne suis pas japonais, hein, mais Tamakiura dit Zipangu. Donc ça veut dire presque, vous entendez Japon. Hein. Et ça voulait dire le pays de l'or. Donc effectivement, les ressources minérales et minières au fond de l'eau, près du Japon, sous le Japon, enfin en quelque sorte, si je puis dire, sont des métaux rares et des métaux précieux tels l'or. Et pour ça, donc, vous voyez, la même préoccupation que celle qu'on peut avoir par ailleurs, c'est donc d'envoyer des véhicules sous-marins, de nouveau autonomes, qui communiquent entre eux. Alors ici, pour communiquer entre eux, il faut aussi des développements de télécom, c'est-à-dire des communications à courte distance sous l'eau et éventuellement électromagnétiques à faible distance, ça existe. On développe ça à Télécom Bretagne. Des stations de fond marin, ici, et puis des communications avec les véhicules de surface, exactement la même représentation que ce que j'avais tout à l'heure, et qui communiquent par satellite aux stations de base. Bien. Donc ça, c'est pour un peu poser, je dirais, le décor. L'essentiel pour nous, dans nos domaines de recherche, ça va être les capteurs, parce qu'on a une petite possibilité d'intervenir au niveau des capteurs. On n'a bien sûr aucune possibilité d'intervenir au niveau des porteurs. Hein. On discutait tout à l'heure avec Thierry. Bon, c'est pas nous qui allons lancer, grâce à l'Institut Télécom, un satellite dans l'espace. Hein. Le porteur coûte plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dollars ou d'euros. Le capteur, c'est à peu près aussi cher. Donc on peut dire que finalement, on est soutenu en termes de recherche par l'Europe, puisque quand c'est des satellites européens, c'est pas nous qui payons. Enfin, pas nous, Institut de recherche, hein, c'est la communauté européenne, donc c'est vous qui payez. Et les moyens sous-marins, c'est pareil, c'est aussi très onéreux. Alors, par contre, on peut intervenir où? On va intervenir au niveau de la donnée. C'est la donnée qu'on récupère ou qui nous est accessible. Alors, en termes de capteurs, bon, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc c'est pas terrible, c'est transparent, mais c'est pas grave. Donc, au niveau satellite, vous avez des capteurs actifs et passifs. Donc, actifs, ils envoient une onde qui réagit avec la surface, qui réagit avec l'environnement. D'accord ? Donc c'est exactement la même chose que ce qui a été présenté ce matin, les capteurs. Donc ce matin, ce qui était présenté, des capteurs qui faisaient de la mesure, ici, récoltent la donnée. Donc, la nuance est subtile, mais elle existe. Et pour ces capteurs, actifs ou passifs, à partir d'une certaine modélisation de l'environnement, eh bien, on va s'intéresser aux propriétés spatiales, aux propriétés spectrales de l'environnement et aux propriétés radiométriques. Je prends un capteur simple, visible, une caméra, elle regarde la surface sur son satellite et elle obtient la radiométrie de la surface dans la zone, dans la bande visible. Si c'est de l'infrarouge, dans la bande infrarouge, etc. Les capteurs actifs, c'est un petit peu plus complexe, puisque là, c'est une onde qui est émise et on récupère ce qui revient. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin du soleil ou d'une source autre d'émission. Alors, Envisat et l'ambition européenne du début des années 2000 était un petit peu, comment je pourrais dire, hyper développée, sachant que donc Envisat, c'est un satellite et donc avec des capteurs plutôt de type autobus-camion, qui était dans l'espace, avec un nombre considérable de capteurs dessus, donc depuis des capteurs radar ici, un capteur radar à synthèse ouverture, donc ici c'est l'antenne, c'est pas le radar, des capteurs aussi en passif, donc mais en micro-ondes, long track scanning radiometteur, des capteurs laser, des capteurs en micro-ondes ici, des capteurs optiques, bon, pardon, il est ici. Donc vous voyez que l'idée c'est d'observer, puisque tous ces capteurs sont sur le même satellite, d'observer une même zone de l'espace, de la Terre, avec diverses modalités. Quand je dis modalité, ça veut dire soit des capteurs de nature très différente, optique, infrarouge et actif, micro-ondes, ou alors dans un même type de capteur, un radar par exemple, les modalités vont être des fréquences différentes, éventuellement,
polarisations surtout différentes, c'est ce qu'on fait actuellement, qui permettent de voir la même chose sous des, disons pour simplifier, des angles différents. La même approche finalement pour le milieu sous-marin, et je reprends donc le Zipangu in the Ocean. La finalité ici, c'est d'utiliser les capteurs adaptés. C'est ça un peu le sens de ce que je présente. Les capteurs adaptés pour la compréhension de l'environnement qui est observé. Alors, ici, sur cette planche-là, donc j'en ai 3 successives comme ça, sur cette planche-là, eh bien, ces capteurs qui sont posés sur le fond vont permettre de comprendre les caractéristiques géologiques et les ressources minières disponibles là où ils sont, avec en particulier une communication vers les vaisseaux qui vont faire du forage profond. D'accord ? Un peu ce qu'on a vu hier sur les forages, sachant que, en tout cas l'exemple japonais descend à plus de 2 km pour le forage. Même représentation cette fois-ci avec d'autres capteurs, donc soit des capteurs de surface, soit des capteurs qui se promènent dans la colonne d'eau ici et qui communiquent bien sûr avec la surface. Et donc, ils vont essayer de détecter des zones, comme ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle les cheminées, qui produisent soit de l'eau chaude, soit des gaz hydrates, soit des trucs comme ça, et qui sont reliés à des ressources minérales. Donc, de nouveau, dans le contexte de ce colloque, c'était donc l'environnement, l'approche TIC, donc technologie de l'information de la communication, et les ressources. Donc on a vu les ressources possibles minérales, les ressources, on va voir ensuite les autres types de ressources, ici principalement minérales, et la nécessité donc de développer d'autres types d'observations à plus long terme, de façon à voir les tendances, de façon à regarder quels sont, essayer de déterminer quels peuvent bien être les stocks de poissons. Donc c'est une ressource aussi importante que l'eau, c'est la nourriture. Et donc comment développer les technologies qui vont permettre de surveiller au sens français du terme, mais de monitorer l'écosystème dans les zones profondes. Alors, quels sont les moyens, cette fois-ci au niveau de l'Institut? Là, je parlais de nos amis japonais, bon, c'est pas nous. Alors, je commence par parler de ce que je connais, c'est-à-dire à Brest. Alors, à Brest, pour les odeurs, on a les cochons. Donc, il faudra venir nous aider. Il y a plus de cochons que de bretons. Donc, on a une station de réception de données satellites qu'on a appelée Vigisat, qui fait partie d'un projet qui associe à la fois la région Bretagne, l'entreprise CLS, qui à Brest a racheté une start-up de Télécom Bretagne. L'Institut et les écoles des instituts ont aussi une vocation à développer des start-up. Donc à Brest, on en développe beaucoup, mais je pense que dans les autres écoles, vous le faites autant. Cette station de réception donc, était accordée, si je puis dire, grâce à l'antenne qui est là, qui fait 5 mètres de diamètre et qui est en termes de réception, de communication en bande X, pour acquérir les données donc, de Envisat, qui est mort, de RS2 qui est mort aussi, Sentinelle qui vient d'être lancé, ça va. Et puis les Canadiens Radarsat 1, Radarsat 2, tout ça au travers de, bien sûr, c'est pas gratuit, et donc au travers de toute une série d'accords qui sont passés entre CLS et les fournisseurs de données ou les fournisseurs de satellites. Radarsat, c'est commercial, Envisat, etc., c'est européen, c'est donc étatique, enfin, tout du moins de type étatique. Cette station de réception donc, était en collaboration, donc, comme j'ai dit, entre Télécom Bretagne et CLS à partir
le drapeau n'est pas terriblement accroché, donc à partir de fonds européens. Et donc depuis 5 ans, ça fonctionne, et là on est dans la phase 2 que l'on espère, dont on espère qu'elle va succéder à la phase 1, le seul problème étant le financement. Ce qui nous a permis aussi de créer un groupement d'intérêt scientifique, Bretagne Télédétection, donc Bretel, et avec une devise en breton, Lagadec en Wable, qui veut dire l'œil dans le ciel, et qui regroupe 10 laboratoires de recherche en Bretagne légèrement étendue. Vu du point de vue breton, Nantes est plus ou moins incorporée. Donc dans les 10 labos de recherche, on a aussi l'Université de Nantes et 3 labos d'Observatoire des sciences de l'univers. Bon, c'est Bretagne étendue, disons. Bien, donc les autres moyens possibles. Alors ici, j'ai mis en évidence les moyens que je connaissais du côté Bretagne, donc avec le projet que je pilote qui s'appelle ICT Ocean, ICTO, et dont la finalité est d'avoir une forte coloration avec les entreprises qui nous entourent. Donc en particulier, on développe des projets de type FUI, donc, qui sont les fonds uniques et interministériels, dans lesquels il y a des entreprises, les industriels. Alors l'ANR est moins industriel, mais de nos jours, l'ANR, si vous n'avez pas un industriel, c'est pas sûr que le projet soit accepté. Bon, la DGA, bien sûr, l'Union européenne, et on a un petit peu toutes les facettes. Donc bon, Vigisat, j'ai déjà parlé, les communications sous-marines entre véhicules autonomes sous-marins, des communications par capteur optique. On a acheté récemment, enfin on a fait l'acquisition d'un véhicule sous-marin téléopéré, un ROV, un ROV, un Remotely Operated Vehicle. Et puis ici, plutôt l'aspect traitement est lié à ce qu'on fait donc, au niveau d'éthique, avec des suivis de trajectoire, donc ça c'est l'aspect traitement, des simulations et développement de radars ici et de sonar, donc ça c'est des petits bateaux go fast qui se déplacent ici. Ici c'est un fond marin. Ça c'est un projet qui est en cours, mais je ne suis pas sûr qu'il existe vraiment. Et puis l'analyse et la compréhension des fonds marins à partir de cartes électroniques qui vont être la norme en 2016 ou 2017 pour tout ce qui est e-navigation, donc sur lequel on intervient aussi. Bien, alors après avoir vu cet ensemble de porteurs, cet ensemble de capteurs, quelles sont les ressources finalement dans le cadre de ce colloque qui nous intéresse. Donc ce sont les ressources naturelles, les ressources minérales et les ressources vivantes. C'est sur des points sur lesquels on a des développements ou sur lesquels on pourrait avoir des développements, puisque l'idée c'est aussi de travailler en commun lorsque c'est possible entre les diverses constituantes de notre institut. Alors j'ai pris comme premier exemple, bien sûr, vous reconnaissez en partie la Bretagne là, les travaux que l'on a développés dans le début des années 2000, voire au siècle précédent, sur la détection à partir de ces fameuses données de radar à synthèse d'ouverture, ce qu'on peut déduire finalement de la mesure de la surface qui est faite. On mesure quoi? On mesure la rugosité de la surface. Donc cette mesure en elle-même n'a pas de sens si on n'a pas ce qu'il faut pour l'expliquer, les modèles, etc. De là, on va en tirer des informations sur le vent, les vagues, enfin les vents, les vagues et les courants, et plus précisément les champs de vagues, les champs de vent et les champs de courant, qui vont être mis à la norme européenne, Agence spatiale européenne, c'est-à-dire niveau 2, niveau 3, donc qui ont un sens par rapport au transfert qui va en être fait au niveau end-user. Bien. Donc c'est en partenariat avec CLS. Donc ces représentations et ces, disons, cartes qui sont dérivées vont être utilisées à une étape ultérieure dans un certain nombre de contextes. Alors un que j'ai choisi de façon à pouvoir montrer en quoi c'est intéressant et en quoi c'est pertinent
par rapport à ce que va développer Thierry Ranchin tout à l'heure sur l'aspect éolien, eh bien, c'est la détection de manifestations de vent vues par le satellite Envisat. Donc, le satellite voit la surface. Après, les méthodes permettent de dériver le vent, comparé à des modèles qui existent, type Météo France. Donc ici, on met en exergue, oups, je parle trop fort et trop près du micro, excusez-moi. Donc ici, on met en exergue deux zones qui sont éventuellement liées à des manifestations de vent. Alors, soit parce que la zone est perturbée ici, ou soit parce qu'elle a elle présente des caractéristiques qui, pour un observateur aguerri, montrent que ça peut être du vent. Ici, vous avez le modèle de mesure de vent qu'on en dérive. D'accord ? À partir des données ici, on dérive cette carte de vent. Et dans ces deux zones ici, on voit qu'il y a des vents qui existent et qui sont relativement importants par rapport à l'échelle qui est en dessous. Et le modèle Météo France, alors qui a une résolution plus faible et qui ne présente pas ici et là ces caractéristiques qui sont déterminées ici. Alors tout ça, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que grâce au radar à synthèse d'ouverture, qui est ici, on obtient une mesure de très haute résolution. Et c'est la très haute résolution qui est importante parce que qui permet d'aller chercher les détails fins. Okay. Donc Thierry aura une présentation beaucoup plus élaborée, bien sûr. Donc c'était juste un exemple là que je vais vous montrer. Mais c'est une ressource, le vent. Ça veut dire que est-ce qu'il est intéressant ou pas de mettre des éoliennes en mer à cet endroit-là? Alors ce n'est pas cette image toute seule qui va me dire ouais je le mets ou pas. Par contre, une caractérisation statistique sur le fait que j'ai vu cette zone pendant 1 an, 2 ans, une certaine période, et que je peux statistiquement dire ben là à 75% il y a du vent qui va de tel endroit à tel endroit, ça veut dire que je peux ou pas mettre une éolienne. Alors ici c'est pas au premier niveau, ce n'est pas une ressource, c'est le fait qu'on va utiliser la mesure SAR et la détection SAR et le SAR pour faire de la détection. Détection de navires, détection de trafic maritime, détection de contrôle de pêche et détection de pollution, ce qui n'est pas indiqué ici. Donc avec le radar, on est capable, le radar à synthèse ouverture, on est capable, ici vous voyez le rail d'Ouessant, Ouessant c'est la petite île qui est par là, et donc le rail montant et descendant. Alors en face de Brest, on a des centaines de navires qui passent par jour, d'accord? Des centaines. Et quand on dit navires, c'est des tankers, de temps en temps il y en a qui se cassent, enfin bon, c'est toujours très intéressant. Donc l'idée c'est de les détecter par le radar et de comparer ça avec la connaissance que l'on a de l'identification automatique de ces navires qui en principe doivent dire coucou c'est moi, je suis là, en principe. On montre aussi qu'on peut détecter ici avec un mode particulier du radar, on peut détecter un navire ici assez facilement, on le détecte et par des méthodes que je ne décrirai pas ici, on va pouvoir caractériser sa taille, sa vitesse s'il se déplace, etc. et remonter au navire. Alors, en quoi c'est intéressant? Eh bien, le fait qu'on soit capable de détecter le navire fait qu'on peut faire remonter le navire à la pollution que l'on a détectée aussi. Donc on détecte la pollution. Ici, c'est une pollution, donc un dégazage, 150 km. On ne peut pas dire que ce soit vraiment par hasard. Hein. Ah, j'ai dégazé. Non. Donc on a détecté le navire ici. On a détecté, parce qu'on a la source ici des données AIS, on sait qui c'est. Alors on l'a mis en noir parce que juridiquement, on n'a pas le droit de vous le dire. C'est lui. Mais ouais, on a masqué, hein, vous ne savez pas qui c'est. Donc on peut le faire. Et juridiquement, ça commence à avoir un sens. Au niveau européen, la réglementation européenne, hein, c'est Marpol, le radar permet de dire ok, j'ai vu un navire et je sais qu'il est à côté de la source de pollution. Ce n'est pas une preuve absolue. Par contre, c'est une preuve si ça fait partie avec d'autres sources d'identification de ce qu'on appelle un faisceau de preuves. Et un faisceau de preuves est une preuve. Enfin, je ne suis pas juriste, mais on me l'a dit.
Donc, ce qui veut dire que dans certains contextes où le commandant du navire admet qu'effectivement il était là, eh bien, ça peut être retenu contre lui. Et donc, il y a eu le premier exemple, il y a quelques mois, d'un navire qui a été arrêté. Bon, il y en a beaucoup qui sont arrêtés à Brest ou ailleurs. Puis après, ils repartent. C'est plus embêtant pour le navire d'être arrêté pendant un mois, parce que pendant ce temps, il coûte cher à l'armateur, il coûte pas, donc il ne rapporte rien. Mais là, ça a été, donc il y a eu un procès, c'était en Angleterre, et avec une image de nos collègues de ce type-là, de CLS, et parce que le capitaine de navire, qui devait être très malin, a dit « Ah ben je croyais que j'étais en dehors des eaux internationales, que j'étais en eau internationale. » Il a admis qu'effectivement, il avait pollué, mais il pensait qu'il avait le droit. Enfin non, il n'avait pas le droit. Donc, la ressource, c'est quoi? C'est la pollution à l'escalier, mais la pollution va aller ici perturber le parc marin d'Iroise, et dans le parc marin d'Iroise, il y a de la ressource. La ressource, bien sûr, de type poisson. Il y a de la ressource aussi et de la protection naturelle. On a un habitat naturel pour les phoques, on a un habitat naturel pour les dauphins. Une pollution pétrolière, ça a un impact. Alors, ici, je vais passer un peu plus rapidement, je suis en train de légèrement déborder. Donc le monitoring de la pêche illégale, alors là c'est chez nous aussi au sens français, puisqu'il a été dit hier que la France a la deuxième zone économique exclusive du monde, derrière les USA, et donc du côté des Kerguelen, ben, c'est la France. D'accord ? Et ce poisson, alors je vous laisse lire le nom, Dysosticus, Icus, donc le poisson, effectivement. Eh bien, je ne dirais pas quel pays, mais du côté de l'Indonésie, achètent, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, puisque c'est la pêche illégale, donc ça rapporte autant que la drogue, hein, arment des navires, celui-là, ultra neufs, et puis viennent pêcher bien au-delà, bien sûr, de ce qu'il est légal de pêcher et des quotas et des stocks, revendent ça et donc peuvent éventuellement se racheter un deuxième navire. Alors celui-là a été intercepté, celui-là, qui s'appelle maintenant l'Apache, a été intercepté par notre marine nationale, ici, le Malin, ça supporte bien son nom. Il a été intercepté, il a été donc ramené et il a été saisi. Et maintenant, donc, il s'appelle l'Apache et il fait partie de la flotte française qui va saisir les autres navires. Il n'y a pas de petit profit. Donc, ce que mes collègues m'ont indiqué, c'est que c'est un effet qui a été dissuasif, puisque la pêche illégale a énormément baissé dans cette zone, ou tout du moins les quotas sont moins dépassés. Donc savoir qu'on est observé par satellite permet éventuellement de préserver la ressource, puisque le satellite peut à tout moment découvrir que le navire qui est là ne fait pas partie de ceux qui sont officiellement, bien sûr après il faut aller voir les cartes, qui est-ce qui doit être officiellement là, qui c'est qui n'est pas là officiellement, on le détecte et la suite vous la voyez là. Bien, alors très rapidement sur l'aspect sous-marin, ici de mon collègue japonais, vous avez une image sonar, donc en sonar latéral, side scan, de champs de cheminées hydrothermales, et donc méthode de détection qui a été, je vous montrerai après, développée en particulier avec certaines des méthodes de traitement que l'on a développées chez nous. Ces mêmes instruments peuvent aussi, alors là c'est de l'optique, hein, peuvent aussi détecter des zones où il y a des minéraux. Donc je parlais tout à l'heure de les ressources minérales. Ici vous avez des croûtes riches en cobalt. C'est un exemple que j'ai pris. Il y a d'autres métaux, y compris les métaux de rare earth, de terre rare. Ici donc c'est un véhicule sous-marin non pas autonome, mais opéré à distance, qui a découvert ces aspects-là. Et les méthodes utilisées donc, sont des méthodes développées à Télécom Bretagne. Alors ici, dans un environnement tout à fait différent, en très petit fond,
ici, et la méthode permet de mettre en évidence, bon, ici on avait un ensemble d'espèces de bits d'amarrage là, et donc on la détecte bien, on la reconstruit en 3D en venant travailler sur le signal sonar et en travaillant en particulier en interférométrie. Bien, pour terminer, deux aspects plutôt liés au terrestre. Donc l'idée c'est de montrer que les capteurs tout seuls donnent une information, mais ce n'est pas suffisant. L'information va être bien meilleure si on peut coupler ce qui est vu par un capteur, ici de l'optique très haute résolution, qu'on connaît depuis 30 ans, SPOT par exemple, avec du radar dans un mode polarimétrique, c'est-à-dire que vous avez pour une même zone jusqu'à 4 images différentes correspondant à 4 polarisations de l'onde électromagnétique qui est envoyée et qui donc renvoie de l'information sur la zone observée. Lorsqu'on couple ces deux-là, eh bien, on obtient une cartographie, une classification, dans ce cas-là forêt-sol nu, qui est obtenue par alors, ce qu'on appelle, c'est un peu barbare comme terme, du démélangeage de l'observation radar. Donc l'observation radar a plusieurs modes, si vous voulez, et on démélange ces modes de façon à venir distinguer plus précisément ce qui est de la forêt et du sol nu, et donc de mieux caractériser les types de sol nu. C'est un exemple typique de ce qui se fait dans le domaine terrestre. Alors, par rapport au thème du colloque, bien sûr, il y a nous, que ce soit à Télécom Paris ou ici, Paris Tech, où ici on ne travaille pas sur la détection de zones potentiellement intéressantes pour les mines, au sens des mineurs, mais il existe des travaux dans ce domaine qui sont faits en particulier par une entreprise qui est en Espagne et qui a des contrats avec Total, d'accord, pour aller déterminer les zones qui présentent, au travers des caractéristiques de description de ces zones, déterminer automatiquement les zones qui présentent de l'intérêt pour un certain type de mines et de minéral associés. Pour être complet sur, enfin je pense que je ne serai pas exhaustif, mais pour être complet sur ce qui est fait dans notre institut, ici donc Jean-Marie Nicolas de Télécom Paris Tech, qui a son bureau juste en haut, et Florence Tupin qui est ici et qui a un poster à l'extérieur sur un satellite et un capteur plutôt du futur qui s'appelle le SWOT, qui est un altimètre mélangeant l'aspect altimétrique et l'aspect radar synthèse d'ouverture. Poster numéro 67. Donc ce que fait Jean-Marie, c'est de regarder les déplacements des glaciers. Donc vous avez eu le temps de voir ici, de lire un petit peu quel type de données sont utilisées, donc données radar bien sûr, et des techniques qui permettent de mettre en évidence ici les parties donc, où il y a qui sont des failles quoi, en quelque sorte, et qui vont se déplacer. Et la détection par le radar à synthèse d'ouverture avec une très haute résolution permet quand même de remonter à des déplacements qui peuvent aller jusqu'à 40 cm par jour. C'est aussi intéressant de connaître cette information dans un contexte lié à la protection de l'environnement. Voilà. Pour terminer et en conclusion, donc je redis encore une fois que ce dont j'ai parlé au sens d'éthique, c'est la partie observation. Cette partie observation, donc, vous allez voir, je vais faire référence aux 2 autres papiers, aux 2 autres présentations qui vont être faites tout à l'heure, et après avoir parlé de Thierry. Donc, les observations, quel est le cœur de ce qu'on fait dans les observations? C'est premièrement les capteurs. Les capteurs en synergie, c'est-à-dire les capteurs associés entre eux, soit des capteurs de même nature, soit de nature différente, d'accord, couplés avec le fait qu'on a des méthodes amont de calcul qui vont être, elles, basées sur la connaissance que l'on a du capteur, bien sûr, la connaissance que l'on a des modèles physiques et de l'interaction entre le capteur, pas lui-même, mais l'onde émise ou reçue par le capteur et l'environnement.
Donc ça, c'est plutôt la physique. On se doit de connaître la physique de ce que l'on observe. On se doit de connaître le contexte aussi, pas que la physique, mais le contexte. Hier matin, Philippe Jamet a parlé de moustiques sur les pare-brises. Alors, moi, je dis souvent, quand je fais des présentations comme ça à des étudiants, eh bien, moi, avec le satellite, j'observe des moustiques, j'observe des scarabées. On va dire, non, c'est pas possible, c'est trop petit. Alors, j'observe évidemment, c'est le contexte que j'observe. Je n'observe pas l'animal en lui-même. Les scarabées, par exemple, avec nos collègues du Costel à Rennes, parce qu'on en parlait, eh bien, travaillent sur les corridors écologiques. Et donc, avec de l'imagerie de télédétection, on peut classifier, segmenter, classifier et avoir les zones qui sont plus vertes, qui correspondent à des corridors écologiques, dont on sait par une mesure sur le terrain qu'ils vont être l'habitat de certains types d'escargots, de scarabées, etc., de façon à interdire d'aller construire là. Comme à Brest, par exemple, on a interdit au club de foot de Brest de construire ces nouveaux locaux dans un endroit parce qu'il y avait des escargots qui habitaient là. Bon, voilà. C'est pour ça que Brest est en deuxième division, hein, c'est évident. Donc, il y a le contexte, d'accord ? Et je peux dire que, effectivement, par satellite, j'ai réussi à avoir une information sur le scarabée, sur l'escargot. Pour les moustiques, donc ça, c'était plutôt en Guadeloupe, où on détecte des zones qui ont été désertées par les habitants locaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de moustiques qui ne peuvent pas vivre là, donc ils se déplacent. Et donc on sait que par défaut, s'ils ne sont pas là, c'est parce qu'il y a des moustiques. Donc on a détecté le moustique par satellite. OK ? Donc, environnement. Non, c'est pas celui-là. Environnement, méthode et capteur, c'est le cœur. Et Eric, ce sera ce dont tu vas nous parler. Le modèle global de ces trois mis ensemble va... Enfin, c'est une partie de ce que je veux dire, c'est aussi peut faire l'objet d'une modélisation. On modélise l'ensemble et non pas un seul des éléments. Pour terminer, donc, je vous ai dit, TIC, ICT, IT, c'est traitement du signal, numérique, etc. Donc tous les traitements à partir de ces données. Et là, bon, c'est automatiquement, on tombe sur un mot-clé qui s'appelle Big Data. Alors, la donnée satellite, c'est monumental. C'est actuellement, on a Envisat. En 10 ans, j'ai lu ça dans Le Monde l'autre jour. En 10 ans, donc il s'est arrêté là, il y a 2 ans à peu près, 10 ans d'existence, il a récolté 1 pétaoctet de données. Pétaoctet, bon. Les nouveaux satellites, quelle est la différence entre Sentinel et Envisat? Alors l'Agence spatiale européenne, c'est pas difficile, ils vous disent Sentinel, Envisat, ils écrivent en police caractère 8. Et Sentinel, ils l'écrivent en police de caractère 80, et vous dites, voilà, la différence, elle est là. Donc de 1 pétaoctet pour 10 ans par Envisat, on passe à 1 pétaoctet par an avec Sentinel. Big Data, il faut savoir traiter ça. Et même si on a énormément de données, on va se rendre compte, et ce sera l'objet de la présentation de Ronan Fablé, que j'excuse profondément de ne pas être là parce qu'il est parti en Chine pour un projet dont je parlerai d'ailleurs, dont je ferai sa présentation. Malgré ça, il y a une quantité de données qui sont incomplètes, c'est-à-dire qu'on manque de données. Qu'on a trop de données, il y a du big data et on manque de données. Et je vous montrerai comment on résout ce paradoxe. Donc l'ensemble de ces éléments est fait pour prendre une décision à un moment donné, et ça, c'est l'éthique. Je remercie alors tous les contributeurs à ces planches-là, de Ronan jusqu'à Tamakiura. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien. Alors. Bonjour, Yves Le Stinf de Total. Merci pour votre présentation. Vous parlez du satellitaire, vous parlez du sous-marin, vous ne parlez pas du tout d'aéroportés et de capteurs qu'on pourrait mettre sur des drones pour le suivi de l'environnement ou pour autre chose. Oui, vous avez raison. Non, j'ai volontairement exclu, entre guillemets, de ma présentation pour une raison qui est simple, c'est que le satellitaire et le sous-marin, on a accès plus facilement à la donnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas nous-mêmes à développer ou accéder à des drones ou de l'aéroporté. Et
un des points que je n'ai peut-être pas dit ici, c'est qu'en particulier pour le satellitaire, on a une donnée répétitive. Alors que pour l'aéroporté ou le drone, on va se retrouver dans une donnée qui va être très ponctuelle, à la fois spatialement parlant et temporellement parlant aussi. On peut le renvoyer, je suis d'accord, mais la condition d'acquisition est changeante. Et très souvent, alors pour les drones, je ne sais pas, visiblement ils peuvent voler un peu où ils veulent actuellement, mais les avions, c'est réglementé. Donc, pour qu'un avion vole, y compris un avion de l'ONERA par exemple, avec qui on a des contacts, il faut que les conditions atmosphériques soient correctes. Et donc on en arrive au paradoxe où j'avais fait une étude, alors c'était bien parce que j'étais payé pour, mais le seul moment où ils avaient pu faire de l'acquisition, c'était en Méditerranée au mois d'août, avec un radar, et donc effectivement j'avais pu prouver que je trouvais 100% des navires. Bien sûr, comme il n'y a strictement aucune agitation avec ça, il suffit de regarder par la fenêtre et puis on les voit. Donc, je ne suis pas aussi caricatural que ce que je veux bien dire là, mais malgré tout, c'est pas aussi simple d'avoir un avion qui vole. Hein. J'ai expérimenté avec Thales, par exemple. Voilà. Ils volent quand ils peuvent, quand ils ont l'autorisation, quand il n'y a pas autre chose à faire. Mais oui, il y a aussi ces moyens-là, je suis d'accord. Bonjour, vous faites une présentation et surtout une conclusion très système. Hein. Ouais. Donc là, effectivement, il y a une vraie vision. Quel est le retour que vous faites sur quelle interaction que vous allez faire, par exemple, avec les gens qui vont concevoir ces systèmes d'observation? Donc, est-ce que vous avez des liens? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est pensé dans la conception globale du système de spécifier quelle doit être la meilleure donnée en entrée pour pouvoir mieux alimenter votre système et la décision qui va pouvoir en sortir? Oui, alors ça c'est dans un monde idéal, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire que la conception, je prends un capteur sur un satellite, la conception du capteur, et du satellite d'ailleurs, est faite grosso modo 10 ans avant. D'accord? Et j'ai rien contre les ingénieurs, on est dans des écoles d'ingénieurs quand même, mais la décision qui est faite en fonction de critères qui sont que ça doit marcher, ça doit rentrer dans le fonctionnement nominal, dans le cahier des charges, etc. Et que la préoccupation n'est pas celle du monde de la géoscience. La préoccupation est celle du monde de l'ingénierie. Et tous mes collègues qui sont dans les géosciences ou dans des instituts, disons, type Ifremer, mais aussi en Norvège, NERSC, etc., ils ont une difficulté immense à dire, bon, c'est bien beau de nous envoyer dans l'espace un satellite qui va nous permettre de mesurer des vagues, par exemple, mais si vous mettiez ça et ça, là on sait que ça a un sens physique. Et c'est tout l'objet de ce que je raconte, c'est que c'est pas dans les préoccupations de nos amis ingénieurs de l'Agence spatiale européenne, par exemple. D'accord ? Et que pour pouvoir rentrer quelque chose, y compris a posteriori, qui fait que si on... je ne veux pas caricaturer l'ingénieur, mais bon, si on tourne un peu le boulon, un peu comme ci, comme ça fera ce qu'on veut, c'est pas quelque chose... c'est excessivement rare de pouvoir le faire faire. La philosophie est, ça marche, on n'y touche plus. Donc, partant de là, voilà. Je ne sais pas, après il faut remonter à Juncker ou je ne sais pas qui, mais enfin, bon, il n'a pas de rapport avec l'Agence spatiale européenne. Mais, il y a des phasas sur les projets de conception satellite, des phasas. Oui. On va regarder le recueil des besoins. On va regarder le recueil des besoins. Donc, est-ce que, ce serait typiquement, bien, les différents instituts que vous présentez là travaillent avec le CNES, travaillent à l'ESA, à la participation dans la construction de ces phases, ces phases-là? Oui, en partie. On travaille avec le CNES, on travaille avec l'ESA, mais sur la partie aval et non pas amont dans ce cas-là. Enfin, Thierry pourra en parler plus directement, mais... Un micro pour l'enregistrement. Oui, non, c'était juste pour répondre sur, par exemple, SWOT, donc le futur capteur qui va être consacré à l'hydrologie. On est quand même impliqué dans la Science Definition Team au niveau de la... Bon, il y a toute une partie aussi de géophysiciens, enfin d'hydrologues qui sont impliqués, enfin des mines ParisTech notamment. Et donc on est quand même associé sur certains capteurs, mais
c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de problématiques qui émergent après, une fois que les capteurs sont lancés, et où les gens vont exploiter des données de façon un petit peu indirecte. Et effectivement, les données n'ont pas été forcément prévues exactement au départ, au lancement du capteur. Pour compléter la réponse, on est associé dans le cadre d'un projet qui est très amont du côté de l'Agence spatiale européenne à l'idée de vendre aux scientifiques l'utilisation d'un capteur infrarouge satellite à, on va dire, haute résolution pour ce qui peut être, disons, entre 10 et 30 mètres. Donc aujourd'hui, on est en phase de travail avec un partenaire espagnol pour définir un simulateur et montrer des cas dans lesquels l'infrarouge apporte quelque chose. Et dans les cas qu'on retrouve, il y a ceux qui ont été montrés par René, notamment sur les oil spills et sur le suivi des bateaux et les sites industriels et tout ce que l'infrarouge pourra amener. Donc on est positionné aussi à ce niveau-là pour essayer de définir les futures missions. Il est vrai qu'à un moment donné, on perd complètement la main puisqu'il y a des solutions techniques qui sont développées. On essaye de travailler avec les constructeurs de satellites type Thales, Alenia Space, pour justement aussi arriver à tuner un petit peu les capteurs pour qu'ils fassent ce qui nous intéresse. Et Thales commence à entrer dans cette logique de dire maintenant, on doit définir les capteurs en fonction de l'utilisation qu'on va en faire et de l'utilisateur que l'on cible. Et ça devient un peu nouveau dans leur façon d'aborder les problèmes. Et ça commence à devenir sympathique pour nous. Parce qu'on va enfin pouvoir leur parler d'utilisateurs et de ce qu'on peut faire réellement avec les capteurs. C'est pas vraiment une généralité. Hein. Et on voudrait vraiment que ce soit comme ça. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais deux questions. L'une qui est liée au long terme. Donc, vous nous avez montré qu'il y avait des stations, notamment marines, qui étaient sur place. Et à votre connaissance, y a-t-il des stations long terme, c'est-à-dire sur combien de temps sont-elles prévues? Est-ce qu'on peut imaginer dans un avenir plus ou moins proche la possibilité de s'offrir les moyens de ça au niveau européen, on ne va pas dire français, parce que voilà. Et puis la deuxième question, elle est plus opérationnelle. Vous nous avez montré des applications liées à l'éolien côtier. Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle, est-ce qu'on a les moyens, par exemple, sur l'Europe, d'avoir ce genre d'informations? Et est-ce que ça se cantonne aux côtes, ou est-ce qu'éventuellement, puisque de plus en plus on en parle, en tout cas du côté allemand, de l'éolien qui longerait les fleuves? Alors sur la première question, la seule station de fond marin opérationnelle, c'est Neptune, qui est opérée par les Canadiens. Les Américains avaient lancé le concept et le démarrage d'une station qui s'appelait Vénus, je crois. Et en Europe, on a toujours un réseau qui s'appelle, sous la coupole ERANET, qui est le réseau européen des recherches, un projet qui s'appelle ESONET, qui était la mise en commun de 11 stations, je crois que c'est 11. Donc le projet Neptune, lui, est celui qui est le plus abouti et qui est fonctionnel, d'accord, sachant que ce n'est pas évident que le financement suive encore. C'est aussi un problème, ça coûte très cher d'aller sous l'eau. Au niveau européen, ESONET, j'ai plus trop eu d'informations depuis un certain temps, donc, mais ces stations existent et l'idée, c'est effectivement il y a des projets européens spécifiques dans le H2020 qui sont fléchés pour qu'ils travaillent ensemble et donc en particulier sur des aspects qui nous intéressent nous. Si les géophysiciens se rappellent qu'ils ont besoin de TIC de temps en temps pour récupérer l'information et la mettre en réseau justement. Et ça, c'est pas encore gagné, mais donc on essaye de rentrer dans ces projets. Sur la deuxième question, alors vas-y, rappelle-moi la deuxième question. L'éolien. Moi, je dirais plutôt offshore que côtier, non? C'est un peu différent. Alors, je ne veux pas déflorer trop ce que va présenter Thierry, mais je peux. Oui, disons, il y a des atlas, il y a des cartes qui sont produites, donc Thierry en parlera plus précisément, qui sont produites et qui permettent
à divers niveaux d'échelle. Le grand problème actuellement, c'est le niveau d'échelle. Je vous ai montré, effectivement, on peut avoir quelque chose avec une échelle relativement de résolution faible qui ne permet pas de définir réellement les zones. Mais dans ce qui est présenté, tous les niveaux d'échelle sont, ou la plupart en tout cas, sont utilisés. Et donc la très haute résolution ou la haute résolution intervient dedans. Et a priori, c'est accessible. Il y a un site web, on peut aller trouver cette information. Bien. Peut-être une dernière question. Oui, vous avez parlé de génération de données qui sont importants. Donc c'est vrai que j'aurais aimé savoir si vous avez une stratégie de qualification de l'information que vous récupérez, des mesures que vous faites à travers des systèmes de métadonnées qui permettent de qualifier l'information, de connaître son origine, d'avoir des informations sur son incertitude, voire sur son domaine d'usage. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça? Parce que c'est vrai que si on doit collaborer, ça permet d'avoir une idée sur ce que vous avez. Oui. Alors, il est clair que la donnée, quelle qu'elle soit, se doit d'être calibrée et qualifiée. Okay, donc, dans celle qu'on a sur les données satellites, que ce soit du radar, de l'optique, etc., il y a cette information qui existe. Le problème étant qu'il faut ensuite faire de l'interopérabilité, c'est-à-dire aller dire que la mesure qui a été faite sur de la radiométrie de telle zone, à quoi ça correspond lorsque c'est vu par un radar, etc. Donc là, il y a un travail d'interopérabilité important. Donc ça, c'est une des stratégies qui doit rentrer dans tous travaux sur du big data. D'accord ? Le deuxième, c'est de mettre ces données sous une forme qui permette d'avoir une lecture et une navigation simple dans cet océan de données. C'est un peu facile, ça. Donc je vais naviguer dans un océan de données et il faut que je puisse avoir l'information qui soit non seulement qualifiée et calibrée, mais aussi mise dans une forme ou sous un format informatique à ce moment-là que je puisse utiliser rapidement. Il y a des normes pour ça, tout à fait, oui, oui. Tout à fait, oui. Mais ça, c'est le défi c'est le défi français du big data, c'est de bien comprendre que c'est pas pour faire big data. C'est pas le problème n'est pas tellement sur la taille de la donnée. On a toujours suffisamment de disques et tout ça. Ça va être le problème est sur celui de l'accessibilité de façon rapide. Donc le big data, c'est le problème de la transaction. Et la transaction, c'est là où il y a le big data. Il y a des milliards de transactions pour aller chercher une information. C'est là où il faut faire porter l'intelligence. La donnée, bon, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave.